Ma mère a brandi une banderole pour ma remise de diplôme. Il y était écrit « Miracle qu'elle ait réussi ». Un rire a parcouru les rangs, un murmure collectif qui a brisé la solennité du grand amphithéâtre de l'Université de Lyon. J'étais sur l'estrade, vêtue de ma toge, le cœur battant non pas d'excitation mais de pure humiliation. 6 années de sacrifice, de nuits blanches passées sur des livres de médecine, de petits boulots pour payer mon loyer, tout cela réduit à une plaisanterie cruelle. Le pire n'était pas les mots, mais le sourire radieux de ma mère, Sylvie, qui tenait la banderole bien haut, comme si elle me faisait le plus beau des compliments. Elle se délectait de l'attention, de ces rires qui n'étaient pas pour elle, mais pour moi, devant mes professeurs, mes camarades et le reste de ma famille. Elle venait de transformer mon plus grand triomphe en mon plus grand déshonneur, et elle en était fière. Chaque regard posé sur moi semblait me juger, validant son message. Mon visage est resté impassible, un masque de neutralité que j'avais perfectionné au fil des ans pour survivre à ses côtés. Si vous avez déjà senti que votre réussite menaçait un être cher, au point qu'il cherche à la saboter, vous comprenez ce silence. Intérieurement, chaque rire était comme un éclat de verre. Sylvie jouait son rôle à la perfection, la mère courageuse, un peu maladroite mais si fière de sa fille. Personne dans cette salle ne pouvait deviner la jalousie amère qui se cachait derrière son sourire éclatant. Personne ne voyait la manipulation constante, la dévalorisation systématique que je subissais depuis l'enfance. Pour le public, elle était une mère aimante avec un sens de l'humour discutable. Pour moi, elle était mon bourreau et elle venait de choisir la scène la plus importante de ma vie pour porter le coup de grâce. Je sentais le poids de la toge sur mes épaules, non plus comme un symbole de réussite, mais comme un linceul. Ce qu'ils ignoraient tous, c'est que cette humiliation n'était que la partie visible de sa trahison. Pendant si longues années, j'avais cru qu'elle n'avait pas les moyens de m'aider. Je travaillais comme serveuse les week-ends et prenais des gardes de nuit à l'hôpital pour payer le loyer de ma chambre de bonne de 12 mètres carrés. Pendant ce temps, ma mère recevait une pension de réversion de mon père décédé, une somme de 1 800 € par mois spécifiquement destinée à financer mes études. Au total, sur 6 ans, elle avait détourné plus de 120 000 €. Avec cet argent, elle avait entièrement rénové la cuisine et le salon de la maison familiale, et s'était offert 3 voyages en Grèce avec son nouveau compagnon. Chaque brique de sa nouvelle cuisine, chaque souvenir de ses vacances au soleil, avait été payé par mon avenir volé, par mes nuits sans sommeil et mes repas sautés. J'avais découvert cette trahison il y a exactement 1 an en demandant des documents au notaire de mon père pour un dossier de bourse. Mais j'étais en pleine préparation de l'internat, l'année la plus exigeante et cruciale de mes études. Déclencher une guerre familiale à ce moment-là aurait signifié mon effondrement, la fin de tout ce pour quoi j'avais lutté. J'ai donc choisi de me taire, de serrer les dents et de planifier ma réponse. J'ai rangé les relevés bancaires dans un coffre et j'ai attendu. J'ai attendu le seul moment où j'aurais une position de pouvoir incontestable, où ma voix ne pourrait plus être ignorée ou tournée en ridicule. Ce qu'elle ignorait, en brandissant cette banderole, c'est qu'elle ne faisait que confirmer la justesse de ma décision. Dans quelques minutes, en tant que major de ma promotion, j'allais prononcer le discours de clôture. Et mon discours n'allait pas être celui qu'elle attendait. Le souvenir le plus net que j'ai de cette dynamique remonte à mon 12e anniversaire. Mon frère, de 2 ans mon cadet, avait reçu la console de jeu qu'il désirait tant, un cadeau extravagant qui avait monopolisé tout le budget. Pour moi, ma mère m'avait offert un dictionnaire. « Toi, Léa, tu es la tête de la famille, tu n'as pas besoin de ces futilités », avait-elle déclaré devant tout le monde, avec ce sourire qui transformait la négligence en vertu. J'avais acquiescé, comme toujours, en rangeant soigneusement mon livre, sentant le poids de la responsabilité qu'elle me confiait pour mieux se décharger de la sienne. Mon rôle a toujours été celui-ci, être raisonnable, mature, ne rien demander pour ne jamais la déranger. Elle m'avait appris très tôt que mes désirs étaient secondaires, que mon ambition était une charge, et que mon silence était la plus grande preuve d'amour que je pouvais lui donner. Chaque réussite scolaire était accueillie par un « c'est bien, mais ne te crois pas arrivé »,
Cette injustice financière a commencé bien avant le détournement de la pension de mon père. Dès l'âge de 16 ans, je devais travailler chaque été pour m'acheter mes propres fournitures scolaires et vêtements. Je me souviens d'un mois d'août entier passé à faire des ménages pour pouvoir m'offrir le manuel de biologie nécessaire à ma rentrée en terminale, un livre qui coûtait 70 €. Pendant ce temps, Sylvie s'était offert un sac à main de luxe, justifiant sa dépense par un « il faut bien que je me fasse plaisir, personne d'autre ne le fera ». Elle m'a élevée avec l'idée que l'argent était rare et précieux, mais cette rareté ne semblait s'appliquer qu'à mes besoins. Ses désirs, eux, étaient toujours des nécessités urgentes. Elle m'a appris à compter chaque centime, à me sentir coupable de la moindre dépense, tout en s'accordant un train de vie confortable, financé par un travail que je n'ai jamais vraiment vu, et, plus tard, par l'argent qui m'était destiné. Quand mon père est mort, j'avais 16 ans. Il était le seul à voir mon potentiel, le seul à m'encourager. La veille de son accident, il m'avait dit « Quoi qu'il arrive, Léa, tu iras à l'université. J'ai tout prévu pour que tu n'aies à t'inquiéter de rien. » Je m'étais accrochée à cette promesse comme à une bouée de sauvetage. Après sa mort, ma mère a joué le rôle de la veuve éplorée pendant quelques mois, mais j'ai vite compris que son chagrin était surtout administratif. Elle parlait plus souvent du notaire que de son mari. Elle m'avait alors annoncé, le visage grave, que l'héritage était modeste et qu'il faudrait se serrer la ceinture. Elle a utilisé son deuil comme une arme, rendant toute question sur l'argent indécente, déplacée. Demander des comptes aurait été une trahison envers la mémoire de mon père. Elle m'a ainsi piégée dans un silence respectueux pendant que, dans l'ombre, elle commençait à orchestrer son vol. La vérité m'a frappée au visage l'année dernière, dans le bureau feutré de Maître Dubois, le notaire de mon père. J'avais besoin d'un document pour une demande de bourse d'études, et il m'a remis le dossier complet de la succession. C'était un homme âgé, à la mémoire impeccable, qui se souvenait de la fierté de mon père à mon égard. En parcourant les pages, mon regard s'est figé sur une clause. Une pension de réversion de 1 800 € par mois, versée à ma mère, avec la mention explicite « pour subvenir aux frais d'éducation de sa fille, Léa, jusqu'à la fin de ses études supérieures ». Le notaire a vu mon visage se décomposer. « Vous n'étiez pas au courant ?» a-t-il demandé, sa voix empreinte d'une sincère inquiétude. Mais j'étais à quelques mois de l'internat, l'examen qui déciderait de toute ma carrière. Je ne pouvais pas m'effondrer. J'ai remercié poliment, pris les copies des relevés bancaires, et je suis partie avec un secret qui pesait 1 tonne. Pendant 1 année entière, j'ai vécu avec cette certitude glaciale. Chaque photo de ces vacances en Grèce postée sur les réseaux sociaux, chaque meuble neuf dans le salon, chaque commentaire sur mes difficultés financières qu'elle balayait d'un « la jeunesse doit se forger », tout cela alimentait une colère froide et méthodique. J'ai étudié comme une acharnée, non plus seulement pour moi, mais pour gagner le droit de parler. Mon diplôme n'était plus un but, c'était une arme. Ma réussite était la seule tribune qui me donnerait une crédibilité que ma mère ne pourrait pas balayer d'une de ses pirouettes manipulatrices. Elle pensait que j'ignorais tout, mais elle avait oublié un détail crucial. Le notaire de mon père était un homme d'honneur, et les archives ne mentent jamais. Ses relevés bancaires, bien à l'abri, n'attendaient que le moment parfait pour que la vérité éclate enfin au grand jour, sous les projecteurs qu'elle aimait tant. La cérémonie s'est terminée dans un brouhaha de félicitations que je n'entendais à peine. Ma famille m'attendait dans une petite salle de réception que l'université avait réservée. Sylvie tenait encore sa banderole, roulée sous son bras comme un trophée. En me voyant approcher, elle m'a prise dans ses bras, un geste théâtral pour les quelques membres de la famille présents. « Tu vois, ma chérie, un peu d'humour n'a jamais fait de mal à personne. Il faut savoir rire de soi », a-t-elle murmuré à mon oreille, son parfum m'écœurant soudainement. Elle ne s'excusait pas, elle se justifiait. Pour elle, mon humiliation était une anecdote amusante, une simple blague. Mon silence glacial ne l'a pas déstabilisée. Elle l'a interprété comme de la fatigue, ou peut-être comme l'acceptation de mon rôle. Elle a toujours confondu ma résilience avec de la soumission. Le regard de ma tante Isabelle, la sœur de mon père, était cependant différent.
chargée d'une interrogation que je n'ai pas su déchiffrer sur le moment. Puis, alors que nous étions tous réunis, ma mère a choisi ce moment pour porter le coup suivant. Avec un naturel désarmant, elle a posé sa main sur mon bras et a déclaré d'une voix forte pour que tout le monde entende « Maintenant que Léa va enfin gagner un vrai salaire de médecin, nous allons pouvoir terminer les travaux de la maison. » On pensait à une véranda pour le jardin. 30 000 €. C'est un bon début, n'est-ce pas? Tu nous aideras, ma chérie. C'est la moindre des choses. Le choc a été si violent qu'il a failli me faire perdre l'équilibre. Après m'avoir volé plus de 120 000 €, après m'avoir publiquement rabaissée, elle osait me réclamer de l'argent, devant tout le monde, comme si j'étais sa débitrice. Elle transformait ma réussite en une simple source de revenus pour ses propres projets, annulant d'un seul coup la valeur de mon travail et de mes sacrifices. Son audace était sans limite, une démonstration de pouvoir absolu. Mon frère Antoine, qui se tenait à côté d'elle, a immédiatement renchéri, avec le zèle du complice parfait. « Maman a raison, Léa. Tu lui dois bien ça, après tout ce qu'elle a fait pour toi. Elle s'est sacrifiée pour que tu puisses faire tes études, » a-t-il affirmé, sans une once d'ironie. Il croyait sincèrement à cette version de l'histoire, celle que Sylvie lui servait depuis des années. Une mère courageuse, une fille ingrate. Il ne voyait pas les relevés bancaires, il ne voyait pas mes nuits blanches, il ne voyait que la façade qu'elle avait si soigneusement construite. À cet instant, j'ai compris que j'étais seule. Il n'y avait pas d'allié possible dans mon propre foyer. J'étais face à un système familial verrouillé, où la vérité n'avait aucune place face au récit confortable de ma mère. Leurs regards convergeaient vers moi, attendant ma confirmation, ma soumission habituelle. C'est à ce moment précis que quelque chose en moi s'est brisé pour de bon. Ce n'était pas une explosion de colère, mais un calme glacial, une clarté absolue. L'espoir que j'avais secrètement entretenu, l'idée qu'un jour elle reconnaîtrait mes efforts, qu'elle serait simplement fière de moi sans arrière-pensée, cet espoir est mort. Il s'est éteint dans le silence de cette petite salle, étouffé par sa demande indécente et la complicité de mon frère. J'ai vu son visage, celui d'une étrangère qui avait profité de ma confiance et de mon amour filial pour me dépouiller, non seulement de mon argent, mais de ma dignité. La banderole n'était pas une blague, c'était un avertissement. Et cette demande d'argent était la confirmation. Pour elle, je n'étais pas sa fille. J'étais un investissement dont elle venait réclamer les dividendes. La douleur a laissé place à une résolution froide et tranchante. J'ai levé les yeux vers elle, un léger sourire flottant sur mes lèvres, un masque que je savais parfait. « Bien sûr, maman, c'est une excellente idée », ai-je répondu d'une voix douce et posée. Son visage s'est illuminé, rayonnant de satisfaction. Elle avait gagné, une fois de plus. Elle a serré mon bras plus fort, un geste possessif. « Je savais que je pouvais compter sur toi », a-t-elle dit. Mon frère m'a gratifié d'un signe de tête approbateur, soulagé que la crise soit évitée. Il ne voyait rien. Il ne pouvait pas voir la tempête qui se préparait derrière mon regard calme. Elle ignorait que le discours que je devais prononcer dans moins d'une heure en tant que major de promotion venait de changer de thème. Ce n'allait plus être un discours de remerciement. Ce serait un bilan comptable. Et j'allais enfin lui présenter la facture. Je me suis excusée un instant, prétextant un besoin d'air frais, et j'ai quitté la petite salle de réception. Le couloir de l'université était désert, baigné d'une lumière blafarde qui filtrait à travers les hautes fenêtres. Je me suis adossée contre le mur froid, fermant les yeux, non pas pour retenir des larmes, mais pour organiser le chaos dans mon esprit. La douleur était là, vive et tranchante, mais elle était désormais devenue un carburant. Chaque mot de ma mère, chaque rire dans l'amphithéâtre, chaque euro détourné, tout cela s'alignait en une seule et même certitude. Je ne pouvais plus me taire. Ma survie émotionnelle en dépendait. Ce n'était plus une question de vengeance, mais de restitution. Je devais récupérer non seulement mon argent, mais aussi mon histoire, celle qu'elle avait si méticuleusement réécrite pour me transformer en débitrice éternelle. Mon silence avait été ma prison pendant 1 an. Il allait maintenant devenir mon arme la plus redoutable. Alors que j'étais plongée dans mes pensées, une main s'est posée doucement sur mon épaule.
C'était ma tante Isabelle, la sœur de mon père. Son regard était rempli d'une inquiétude sincère, loin de la curiosité malsaine des autres. « Léa, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais ce qui vient de se passer. Ce n'est pas normal, » a-t-elle dit d'une voix basse, presque un murmure. La banderole, c'était déjà d'un goût plus que douteux, mais cette histoire de véranda. Ton père n'aurait jamais voulu ça. Il voulait que tu sois libre, pas que tu deviennes le banquier de ta mère. Ces mots ont fait tomber la dernière de mes défenses. Elle était la seule à se souvenir de la véritable volonté de mon père. Elle ne voyait pas seulement la scène, elle voyait l'injustice derrière. Pour la première fois depuis des années, je sentais qu'une alliée se tenait à mes côtés, une gardienne de la mémoire de celui qui m'avait tout promis. Je l'ai entraînée dans une salle de classe vide, et là, j'ai tout déballé. D'une voix calme, presque clinique, je lui ai parlé de la pension de réversion de 1 800 € par mois, de la clause spécifique pour mes études, et du total de plus de 120 000 € détournés sur 6 ans. Je lui ai montré sur mon téléphone les photos des relevés bancaires que j'avais précieusement gardés, les lignes de virements mensuels apparaissant comme des preuves irréfutables. Le visage d'Isabelle s'est décomposé, passant de l'incompréhension à une fureur froide. Ses poings se sont serrés. Cette femme, elle a volé l'avenir de ton père pour toi. Elle a dansé sur sa tombe avec l'argent qu'il t'avait laissé, a-t-elle sifflé, sa voix tremblante de rage. La voir si révoltée a validé ma propre colère, lui donnant une légitimité que je n'avais jamais osé m'accorder. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas ingrate. J'étais une victime, et il était temps que la vérité soit entendue. Le plan s'est alors formé dans mon esprit, clair et inévitable. Mon discours de major de promotion. C'était la scène parfaite, la tribune ultime. Ma mère serait au premier rang, savourant ce qu'elle croyait être sa victoire par procuration, incapable de fuir ou de m'interrompre. J'ai expliqué mon idée à Isabelle, lui précisant que j'avais préparé une simple présentation avec quelques photos pour accompagner mes mots. « Je peux remplacer une diapositive », ai-je dit. Une seule, la photo du premier relevé bancaire, avec son nom et le montant bien visible. Isabelle a hoché la tête, ses yeux brillants d'une lueur combative. « Fais-le, Léa, et ne t'inquiète pas du reste. Quand la vérité éclatera, tu ne seras pas seule. La famille de ton père sera là pour te soutenir. Je m'en assurerai personnellement. » Elle m'a tendu une petite clé USB qu'elle avait dans son sac. « Mets tes fichiers là-dessus. Je connais le technicien qui gère la projection. Je vais lui dire que c'est une surprise pour ta mère. » Nous sommes retournés dans la salle de réception quelques minutes plus tard, nos visages aussi neutres que possible. J'avais discrètement transféré le fichier sur la clé USB d'Isabelle, qui l'avait ensuite remise au technicien avec un clin d'œil complice. Ma mère ne s'est doutée de rien, trop occupée à décrire les plans de sa future véranda à qui voulait l'entendre. Le moment est enfin arrivé. Le doyen de l'université m'a appelé sur l'estrade pour prononcer mon discours. En montant les marches, j'ai croisé le regard de ma mère. Elle m'a fait un grand sourire, un pouce levé en signe d'encouragement, persuadée que j'allais chanter ses louanges. Je suis arrivée au pupitre, le cœur battant non plus d'humiliation, mais d'une anticipation glaciale. J'ai ajusté le micro, mes mains parfaitement stables. Le silence s'est fait dans l'amphithéâtre. Dans ma poche, mon téléphone contenait la copie de mon discours original, celui que je ne lirai jamais. Le vrai spectacle allait commencer. J'ai commencé mon discours de manière classique, en remerciant l'université, mes professeurs pour leur dévouement et mes camarades pour les 6 années de soutien mutuel. Ma voix était stable, dénuée de toute émotion apparente, ce qui a dû rassurer ma mère, assise au premier rang. Je pouvais sentir son regard fier posé sur moi, un regard qui disait au monde entier « C'est mon œuvre ». Elle souriait, tenant sa banderole ridicule à moitié enroulée sur ses genoux, attendant le moment où je la remercierais personnellement. J'ai marqué une pause, balayant du regard l'amphithéâtre silencieux et attentif. Puis, j'ai continué, ma voix se faisant légèrement plus grave. Mais ce soir, je voudrais surtout rendre hommage à une personne sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Une personne qui a veillé sur moi bien après son départ, mon père. Un murmure de sympathie a parcouru la salle.
tandis que le visage de ma mère se composait en une expression de deuil appropriée. Avant de mourir, mon père a tout organisé pour que je puisse poursuivre mes études sans me soucier des contraintes matérielles. Il était convaincu de mon potentiel et voulait m'offrir la liberté de me consacrer entièrement à ma vocation. Ai-je poursuivi, chaque mot étant soigneusement pesé. Pour cela, il a mis en place une pension de réversion, versée chaque mois, destinée à couvrir l'intégralité de mes frais de scolarité, mon logement et mes besoins, une somme généreuse de 1 800 € par mois. Le silence dans l'amphithéâtre est devenu total, presque douloureux. J'ai fixé ma mère droit dans les yeux, son masque de veuve éploré commençant à se fissurer. Une pension que, pendant si longues années, je n'ai jamais touchée. Pas un seul centime. Le choc était palpable, une onde invisible qui a traversé l'audience, changeant instantanément l'atmosphère de célébration en un malaise glacial et interrogateur. C'est à cet instant précis que l'écran géant derrière moi s'est allumé. Au lieu de la photo de moi enfant que tout le monde attendait, une image nette et froide est apparue. La première page d'un relevé bancaire. Le nom de ma mère, Sylvie Dubois, était clairement visible en haut à gauche, ainsi que son numéro de compte. Et juste en dessous, une ligne de crédit datant d'octobre, il y a 6 ans, avec le libellé « Virement pension réversion Monsieur Dubois » et le montant, 1 800 €. C'était la première d'une longue série de preuves, mais une seule suffisait. La technologie, si souvent utilisée pour projeter des images de bonheur et de réussite, devenait ce soir l'instrument d'une vérité implacable. La preuve était là, monumentale, projetée en lettres noires sur fond blanc, transformant une accusation verbale en un fait incontestable, exposé à la vue de centaines de témoins. Personne ne pouvait plus détourner le regard. La réaction a été immédiate et dévastatrice. Le sourire de ma mère s'est figé, se transformant en un rictus d'horreur pure. La banderole qu'elle tenait encore a glissé de ses mains inertes, tombant au sol avec un bruit mat qui a résonné dans le silence assourdissant de la salle. À côté d'elle, son compagnon a reculé sur son siège, comme s'il cherchait à mettre de la distance entre lui et la femme qu'il découvrait soudainement. Mais la réaction la plus forte est venue de ma tante Isabelle. Elle s'est levée d'un bond, son visage déformé par une fureur qui semblait la consumer de l'intérieur, ses yeux rivés sur l'écran puis sur sa sœur. Un murmure collectif a parcouru les rangs, non plus de rire, mais d'indignation et de stupeur. L'humiliation avait changé de camp, et elle était maintenant totale, irréversible et surtout publique. Le piège que ma mère m'avait tendu s'était refermé sur elle. J'ai ignoré le chaos qui commençait à gronder dans l'audience. Je n'avais plus besoin de parler d'elle. Mon regard est resté fixé sur le fond de la salle, comme si je m'adressais à une entité plus grande, à la justice elle-même. J'ai donc financé mes 6 années de médecine en travaillant la nuit, en servant dans des cafés le week-end, en comptant chaque euro. Et c'est pourquoi ce diplôme n'est pas un miracle. C'est le résultat de mon travail, de ma persévérance et de ma seule détermination. Ai-je déclaré, ma voix claire et ferme, chaque mot une pierre posée sur la tombe de son mensonge. Je dédie cette réussite à moi-même. Sans un regard de plus pour elle, j'ai posé mes notes sur le pupitre, j'ai fait un léger signe de tête au doyen abasourdi, et je suis descendue de l'estrade. Je n'ai pas couru. J'ai marché lentement, la tête haute, laissant derrière moi le spectacle de sa chute, un son bien plus doux que celui des rires. Je n'ai pas attendu de voir la suite. Tandis que le chaos éclatait dans l'amphithéâtre, je suis sortie par une porte dérobée, la toge encore sur mes épaules. Ma tante Isabelle m'a rejointe dans le couloir, son visage un mélange de fureur et de fierté protectrice. Elle a simplement posé sa main sur mon bras, un geste qui valait toutes les paroles du monde. Elle n'a pas posé de questions, elle a simplement dit « Nous allons régler ça. La famille de ton père va régler ça. » Je n'ai jeté aucun regard en arrière. Je n'ai pas cherché à voir le visage de ma mère, ni celui de mon frère. En cet instant, ils n'étaient plus ma famille. Ils étaient les vestiges d'une vie que je venais de laisser derrière moi, consumée par la vérité que j'avais enfin libérée. J'ai retiré ma toge, je l'ai laissée sur un banc, et je suis partie avec Isabelle, marchant vers un avenir qui, pour la première fois, m'appartenait entièrement.
Les semaines qui ont suivi ont été une tempête juridique, mais une tempête que je n'ai pas eu à affronter seule. Ma tante Isabelle, fidèle à sa parole, a mobilisé la famille de mon père. Un avocat a été engagé et une plainte pour abus de confiance et détournement de fonds a été déposée. Les preuves étaient accablantes. Les relevés bancaires ne laissaient aucune place au doute. Le procès a été rapide. Le tribunal a condamné ma mère à me rembourser l'intégralité des sommes perçues, soit 129 600 €, auxquels s'ajoutaient les intérêts légaux. Pour payer cette dette, elle a dû vendre la maison familiale, cette même maison qu'elle avait rénovée avec mon argent. La cuisine flambant neuve et la véranda dont elle rêvait sont devenues le prix de sa trahison. La justice n'a pas été seulement morale, elle a été mathématique, précise et implacable, transformant ses trophées en symboles de sa déchéance. La chute de Sylvie n'a pas été que financière, elle a été totale. Son compagnon, découvrant que les voyages en Grèce et le confort matériel dans lequel il se prélassait étaient financés par le vol de l'avenir d'une étudiante, l'a quitté sans un mot d'explication. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans notre petite ville de province. Elle qui aimait tant être au centre de l'attention est devenue une paria, celle que l'on pointe du doigt en chuchotant. La famille, autrefois si prompte à rire de ses blagues cruelles à mes dépens, lui a tourné le dos. Mon frère Antoine, réalisant l'ampleur de la manipulation dont il avait été le complice aveugle, a coupé tout contact avec elle. Elle s'est retrouvée seule, isolée dans un monde qu'elle avait construit sur le mensonge, privée de l'admiration et de l'audience qu'elle convoitait tant. Son plus grand châtiment fut de devenir invisible. Avec les 129 600 € enfin sur mon compte, j'ai pris la décision la plus libératrice de ma vie. Je n'allais pas rester à Lyon, cette ville qui portait les cicatrices de tant de sacrifices et d'humiliations. J'ai fait mes valises et je suis partie vers le sud, vers la lumière d'Aix-en-Provence, un endroit où personne ne connaissait mon nom ni mon histoire. Cet argent, qui aurait dû me garantir une vie d'étudiante sereine, est devenu l'apport pour mon véritable projet, l'ouverture de mon propre cabinet de médecine générale. Je n'ai demandé l'aide de personne. J'ai utilisé la somme pour acheter un petit local, le rénover et m'équiper. Chaque facture payée, chaque décision prise, était un acte d'indépendance, une affirmation de ma propre valeur. Je construisais enfin ma vie, non pas en réaction à ma mère, mais en accord avec les vœux de mon père et mes propres aspirations. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais revu ma mère ni parlé à mon frère. La rupture a été nette, chirurgicale, comme l'ablation d'une tumeur qui m'empoisonnait depuis des années. La justice m'avait rendu mon argent, mais c'est moi qui me suis rendu ma dignité. Il n'y a eu aucune satisfaction sadique à la voir tomber, seulement le soulagement profond de voir la vérité prendre enfin sa place légitime. Mon histoire n'était plus celle d'un miracle, mais celle d'une survie et d'une reconquête. J'avais gagné, non pas contre elle, mais pour moi. La justice avait été rendue, la page était tournée, mais je savais que la véritable guérison, celle des blessures invisibles laissées par des années de dévalorisation, serait un chemin bien plus long à parcourir. C'était la prochaine étape de mon voyage, et j'étais enfin prête à l'entreprendre. Aujourd'hui, mon cabinet médical à Aix-en-Provence est baigné de la lumière dorée du Sud, une lumière qui semble tout laver. Chaque matin, en ouvrant la porte, je ne ressens pas la fierté d'une revanche, mais la paix profonde d'une reconstruction. Cet endroit n'a pas été bâti sur la colère, mais sur la justice. Les 129 600 € n'étaient pas un gain, mais une restitution. Ils ont servi à acheter ces murs, ce bureau, cet équipement qui me permet de soigner les autres. C'est la matérialisation du souhait de mon père, une promesse enfin tenue après des années de détournement. Je pense parfois à ma chambre de bonne de 12 mètres carrés à Lyon, à l'obscurité et au froid, et je mesure le chemin parcouru. Ce n'est pas une question de superficie, mais de dignité. Ici, chaque objet, chaque recoin m'appartient, non pas par droit de propriété, mais par droit de résilience. Je suis enfin chez moi. La guérison, j'ai appris, n'est pas l'oubli. C'est une cicatrice qui reste visible, non pas comme un rappel de la douleur,
mais comme la preuve qu'on a survécu. La colère s'est dissipée, laissant place à une lucidité froide. Je ne déteste pas ma mère. Je la vois désormais pour ce qu'elle est, une étrangère dont les motivations m'échapperont toujours. Le plus grand enseignement de cette épreuve fut de comprendre la valeur de mon propre instinct. Pendant des années, je l'ai étouffé, me persuadant que j'étais trop sensible, que j'exagérais. Le silence que j'ai gardé pendant cette dernière année n'était pas de la peur, mais une période d'observation. J'ai appris à faire confiance à cette petite voix intérieure qui me disait que quelque chose n'allait pas. Aujourd'hui, cette voix est mon guide le plus sûr. Elle m'a appris à distinguer la bienveillance réelle de sa simple performance, une compétence essentielle dans ma profession et dans ma vie. Ma vision de la famille s'est radicalement transformée. Le sang ne garantit rien. Il ne garantit ni l'amour, ni la loyauté, ni même le respect le plus élémentaire. Ma véritable famille, je l'ai trouvée en ma tante Isabelle. Notre lien, forgé dans la défense de la mémoire de mon père et de la vérité, est devenu indestructible. Elle est la seule à qui je parle encore de mon passé, non pas pour me plaindre, mais pour honorer ce que nous avons traversé ensemble. À Aix, je construis de nouvelles relations. Lentement, prudemment. Mes amis sont peu nombreux, mais ils sont choisis pour leur intégrité, pour la chaleur de leurs actes, plutôt que pour l'éclat de leurs paroles. J'ai appris que la confiance est un jardin qui se cultive avec patience et non un dû. Ma famille n'est plus un héritage que je subis, mais une communauté que je bâtis, pierre par pierre, sur des fondations de respect mutuel et de sincérité. Cette banderole, miracle qu'elle ait réussi, est devenue pour moi un symbole universel. Elle représente toutes les petites morts silencieuses que l'on s'inflige en acceptant le mépris de ceux qui devraient nous protéger. Elle incarne chaque mot dévalorisant, chaque succès minimisé, chaque sacrifice ignoré. Le véritable miracle, ce jour-là, n'a pas été mon diplôme. Le miracle a été de trouver la force de briser le cycle, de transformer la honte en tribune et de réclamer mon histoire. J'ai compris que la dignité n'est pas quelque chose que l'on nous donne, mais quelque chose que l'on refuse de se laisser prendre. Personne n'a le droit de définir notre valeur, ni de transformer nos triomphes en anecdotes ridicules. La plus grande leçon est là. Il faut parfois un acte public, un fracas, pour retrouver le silence paisible de l'estime de soi. Le silence que l'on choisit, et non celui que l'on nous impose. Parfois, entre deux consultations, je regarde par la fenêtre de mon cabinet. Je vois les gens passer, chacun avec ses propres batailles invisibles. Je suis devenue médecin pour guérir les corps, mais mon histoire m'a appris à voir les blessures de l'âme. Je ne suis plus la jeune femme qui cherchait désespérément l'approbation de sa mère. Je suis une femme qui a appris à s'approuver elle-même, et c'est le seul avis qui compte désormais. La justice m'a rendu mon dû, mais c'est ma décision qui m'a rendu ma liberté. J'ai choisi la lumière crue de la vérité plutôt que l'obscurité confortable du secret familial. Ce choix a eu un coût, mais le prix du silence aurait été bien plus élevé. Il m'aurait coûté ma propre vie. Auriez-vous eu le courage de régler les comptes en public? Ou une trahison familiale devrait-elle rester privée, quel qu'en soit le prix?